Dans une branche comme la vôtre, où il y a de très grandes entreprises et tout un tissu de PME, est-ce que vous raisonnez de la même façon sur la protection sociale complémentaire ? Alors, ouais, vous mettez effectivement l'accent, David, sur une des particularités fortes de ce secteur professionnel. C'est la coexistence de grandes, voire très très grandes entreprises, dont plusieurs d'entre elles emploient plus de salariés en France que beaucoup de branches. Puisqu'on a 100 000 salariés pour la première entreprise, 60 000 pour chacune des deux suivantes. Donc ce qu'on appelle les réseaux intégrés, les réseaux succursalistes, les groupes Carrefour, Auchan, Casino, mais aussi Lidl, Métro, Cora. Et puis, à côté, des réseaux de commerce associés ou de franchisés de ces enseignes qui sont donc tout un tissu de PME qui sont certes réunis sous une même enseigne, ce qui est le principe de la franchise ou du commerce associé, mais ce sont autant d'entreprises indépendantes. Donc dans un cas, on aura toutes les instances représentatives du personnel, toute la négociation collective d'entreprise, et dans l'autre, on aura souvent une couverture conventionnelle qui sera constituée de la convention collective de branche exclusivement. L'autre particularité étant que la concurrence est par conséquent indépendante de l'effectif de l'entreprise, puisque la concurrence s'exerce pleinement, et Dieu sait qu'elle est forte, entre les différentes enseignes, indépendamment de la taille par conséquent de l'entreprise. Il n'y a pas de relation sous-traitance, comme on peut en connaître dans d'autres secteurs d'activité, entre les grandes entreprises et les PME de la branche. Alors, dans les grandes entreprises, la protection sociale complémentaire est évidemment un élément extrêmement structurant du dialogue social de l'entreprise. Parce que elle est au cœur de la relation employeur-salarié, au cœur du contrat social qui les lie. Par exemple, la protection, enfin le régime mis en place pour faire face au risque invalidité, au risque décès, sont des choses qui sont réellement propres à la culture de chaque entreprise. Et comme notre branche, effectivement, n'exerce pas de tutelle sur ce dialogue social, elle ne va pas interférer sur ces sujets lorsqu'ils sont pris en charge dans l'entreprise. D'ailleurs, notre branche a choisi, il y a quelques années, de ne pas négocier sur les frais de santé, parce que, d'une part, l'Interpro s'était saisi du sujet et finalement l'espace qui pouvait exister entre le panier de soins défini au niveau Interpro et ce qui pouvait déjà exister dans beaucoup d'entreprises ne donnait pas forcément, en tout cas dans notre cas, une valeur ajoutée à la branche professionnelle, et puis parce que beaucoup d'entreprises s'étaient de toute façon saisies du sujet bien avant. Donc sans doute que la protection sociale complémentaire est moins un élément chez nous d'identification de la branche que peut l'être, par exemple, la politique d'alternance, de formation, de certification de la branche à travers les certificats de qualification professionnelle. On a actuellement 16 CQP, notre CPNE en délivre entre 4 et 5 000 par an. Le certificat CLEA sur le socle de compétences, sur lequel notre branche est également particulièrement impliquée. Et finalement, c'est relativement cohérent avec un secteur qui est jeune, qui insère chaque année beaucoup de jeunes sortis du système scolaire sans qualification professionnelle, dans lequel aussi l'ascenseur social continue à bien fonctionner. 60% de nos directeurs du supermarché sont issus de la promotion interne, et parmi ces 60%, la moitié ont commencé à employer en rayon. Et voilà. Et on est peut-être aussi, je crois, le seul accord de branche à avoir instauré un abondement de plein droit sur le CPF et une opposabilité sur le temps de travail pour les salariés des premiers niveaux de qualification. Donc bien sûr, il y a des éléments peut-être plus structurants dans une branche comme la nôtre, compte tenu de cette particularité liée à la diversité de taille d'entreprise, que la protection sociale complémentaire. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un sujet de politique collective des entreprises. Comme l'a montré, et vous l'aviez vécu en direct à l'époque, la mise en place en 2006 d'une couverture décès-invalidité pour les non-cadres, tout simplement sur la base du constat que, contrairement aux cadres à l'égard desquels les accords AGIRC, la convention AGIRC imposait une couverture décès, il pouvait ne rien y avoir, dans certains cas, pour les non-cadres. Donc la branche s'est effectivement saisie de ce sujet
parce qu'elle a considéré que finalement le contrat social de branche impliquait un niveau de couverture pour tout le monde en la matière. Cette mise en place s'est effectuée dans le cadre d'une désignation. Alors évidemment, compte tenu de la culture qui est la nôtre, ça ne s'est pas traduit par une clause de migration. Parce qu'il y a évidemment un respect du dialogue social de l'entreprise, et puis la branche, au moment où elle se réveille sur un sujet donné, ne va pas aller donner de leçons non plus aux entreprises qui s'en sont saisies bien avant elle. Donc pas de migration, mais en même temps, on tenait beaucoup à cette question de désignation qui a quand même globalement plutôt pas mal fonctionné, puisqu'on s'est trouvé quand même dans le régime de branche, donc qui n'a concerné que les entreprises qui n'avaient pas déjà un tel système auparavant. On a quand même eu 100 000 salariés à l'intérieur du régime de branche, donc c'était pas neutre. Et cette mutualisation était pour nous extrêmement importante parce que Jacques Berthélémy évoque souvent cette notion de solidarité entre les entreprises. Pourquoi une mutualisation? C'est aussi une question de cohérence de nos politiques de branche. Et qui d'ailleurs, dans certains cas, j'évoquais tout à l'heure le fait que la branche n'était pas à un niveau intermédiaire de mise en œuvre des politiques publiques. Il n'empêche que dans certains cas, la politique de branche peut aussi rejoindre la politique publique. Je pense en particulier à la politique de maintien des seniors en emploi. Le fait de ne pas faire partir du marché du travail des personnes qui peuvent y rester, avec toutes les conséquences que ça a sur les comptes sociaux. Si on ne peut pas avoir une désignation, une mutualisation du régime de prévoyance invalidité-décès, ça signifie que l'entreprise qui s'engage dans cette politique de maintien des seniors à l'effectif aura donc une structure de risque moins favorable que celle qui aura des salariés en moyenne plus jeunes, et dans un secteur jeune comme le nôtre, c'est particulièrement important, et donc aura une tarification qui sera plus élevée sur sa prévoyance. Donc la mutualisation, par rapport à ça, c'est aussi le moyen de garantir que ces politiques qui sont vertueuses, qui s'inscrivent pleinement dans l'intérêt de la société dans son ensemble, ont une effectivité. Et il n'y a que la mutualisation, et en aucun cas la recommandation. Pour nous, c'est un regret très vif que parmi les deux voies que le Conseil constitutionnel avait tracées à l'époque. Alors, après, on peut débattre, j'entends bien le débat, sur la pertinence des choix qu'il a effectués en condamnant les désignations. Mais indépendamment de ça, une fois qu'il les a condamnés, il a proposé deux pistes au pouvoir public. La piste de la recommandation, la piste de la multi- ou pluridésignation. Celle qui a été retenue est malheureusement celle qui ne permet pas d'organiser une mutualisation et de mettre nos PME qui s'engagent dans la politique de maintien des seniors en emploi à l'abri d'une tarification qui leur soit défavorable.